Bonjour tout le monde. Voilà, donc on arrive maintenant à un nouveau chapitre. Un chapitre qui vient tout de suite après le chapitre du tableau périodique. Donc c'est un enchaînement logique. Vous allez donc remarquer que nous allons utiliser beaucoup de notions acquises dans le chapitre du tableau périodique, justement pour pouvoir former des liaisons chimiques. Alors ce chapitre il va être fait en deux parties. La première partie, on va la voir donc tout de suite. Elle va concerner donc d'abord la formation des liaisons, la nature des liaisons, liaisons covalentes et liaisons ioniques, le moment dipolaire et le diagramme de Lewis. Donc la liaison chimique, elle résulte de l'association de deux atomes grâce à leurs électrons de valence. Donc notez bien, ce sont les électrons de la dernière couche qui sont utilisés. Comme on peut le voir ici, dans cette animation, la molécule d'hydrogène H2 est formée grâce à l'association des deux électrons de chaque atome d'hydrogène. Chaque atome d'hydrogène, il vient avec un seul électron. Alors, on peut distinguer, comme je viens de vous le dire, deux types de liaisons, pour le moment. Alors, liaison qui va se former entre un élément du bloc P ou un hydrogène, plus un autre élément du bloc P ou l'hydrogène, comme ici, hydrogène plus hydrogène. Voilà, ça fait donc une molécule H2, ou bien un autre élément. Lorsqu'on associe ces deux types d'atomes, on obtient une liaison qui s'appelle liaison covalente. Par contre, voilà, on peut déjà le voir ici. Voilà le bloc S, et voici le bloc P du tableau périodique. Donc, si vous prenez des éléments ici, dans cette partie-là, de cette couleur, entre eux, ça va former des liaisons de type covalent. Par exemple, le carbone avec l'azote, ou le carbone avec l'oxygène, ou l'oxygène avec le soufre, phosphore avec l'or, etc. Donc, ça forme des liaisons de type covalent. Mais par contre, si on prend voilà, c'est comme les exemples ici. Vous avez le carbone, il fait partie voilà, du bloc P. L'hydrogène, il est aussi inclus ici. Donc, c'est des liaisons covalentes qui sont dans cette molécule. Aussi dans cette molécule et dans celle-là. Donc, toutes les liaisons qui forment ces trois exemples sont des liaisons dites covalentes. Maintenant, si on prend un élément du bloc S, sauf hydrogène, donc vous savez, c'est ça le bloc S. Donc, il n'y a pas d'hydrogène, je l'ai enlevé. Donc, tous les éléments qui sont ici dans le bloc S, si vous les ajoutez à un élément du bloc P, ici, si vous mélangez un élément du bloc S plus un élément du bloc P, vous obtenez une liaison qui est appelée liaison ionique, différente de la liaison covalente. Si on prend maintenant les éléments du bloc T, ceux qui sont ici, comme le vanadium, le chrome, le manganèse, le fer, le molybdène, l'argent, etc., ils forment des liaisons dites métalliques de coordination. C'est quoi une liaison ionique? Lorsque l'écart d'électronégativité entre deux atomes est important, en général supérieur à 1,7 selon l'échelle de Pauling, la liaison est dite ionique et se forme entre deux éléments dans leur état ionique. Comme ici, vous avez l'atome de sodium. Vous savez, le sodium, il appartient au bloc S. Le chlore, il appartient au bloc P du tableau périodique. Forcément, c'est une liaison ionique. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'azote, le sodium, il perd son électron et le chlore le capte. Et on obtient le sodium, en perdant un électron, il devient chargé positivement Na+, et le chlore, en captant cet électron, il devient chargé négativement. Donc, on peut alors écrire la réaction Na donne Na+, plus un électron, ça c'est une perte d'électrons, et de l'autre côté, nous avons Cl plus un électron, donc capté, donne Cl-. On obtient donc la réaction globale, l'atome Na plus l'atome Cl, quand ils s'approchent, ils donnent la liaison ionique Na+, Cl-. Ça c'est une liaison ionique, remarquez qu'on ne dessine pas un trait entre les deux atomes. Il dessine deux ions, un ion positif et un ion négatif, et on appelle ça une liaison ionique. Alors, hormis l'hydrogène, à part l'hydrogène, tous les atomes appartenant au groupe 1 et 2 du tableau périodique
forment des liaisons ioniques avec ceux qui se trouvent placés dans les dernières colonnes du tableau périodique, bloc P, sauf exception. Voilà, en général, donc vous savez quand est-ce que vous allez avoir à faire une liaison ionique. Par exemple, le calcium, le potassium, le sodium, le magnésium, l'ontane aussi. Bon. Tous ces éléments, ils forment, comme on l'a dit ici, des liaisons ioniques, parce que calcium est un alcaline terreux, potassium alcalin, sodium alcalin, Mg c'est un alcaline terreux, bon, l'ontane c'est un lontanide, donc aussi, il a une faible électronégativité. Quand il se lie avec les atomes appartenant au bloc P du tableau périodique électronégatif, comme l'oxygène, l'iode, le brome, le chlore et le chlore, donc ça forme des liaisons qui sont ioniques. Voilà, par exemple, ionique ça veut dire quoi? Ça veut dire que le calcium il a 2 électrons, ils seront donc perdus au profit de l'oxygène qui va les capter, parce que l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que le calcium. Le calcium il devient ainsi chargé positivement de plus et l'oxygène il devient chargé négativement donc de moins et on obtient la molécule ionique CaO. En réalité c'est Ca de plus O de moins. Voilà, ce type de système de liaison ionique font généralement des systèmes cristallins, c'est-à-dire des systèmes ordonnés, ordonnés de telle manière à avoir une charge positive et une charge négative alternée à chaque fois, ce qui forme un édifice moléculaire donc ordonnée. La liaison covalente maintenant. Voilà, on sait maintenant ce que c'est que la liaison ionique. On a dit entre deux atomes qui ont un grand écart d'électronégativité. Maintenant, la liaison covalente. Celle-ci, elle constitue la mise en commun d'un électron par atome, ou la contribution engendrant la création d'un ou de plusieurs doublés électroniques liants. Donc, chaque atome, il vient participer avec un électron. Donc, il n'y a aucun atome qui va complètement perdre son électron sans qu'un autre atome les capte. Voilà, comme par exemple la molécule H2O. L'hydrogène, il vient avec son électron, ici en blanc. L'oxygène, il vient avec donc son électron célibataire. Donc l'électron célibataire de l'oxygène avec l'électron célibataire de l'hydrogène, ça forme une liaison. Et de même pour l'autre liaison, et on forme la molécule H2O. Par exemple aussi, l'hydrogène, d'après sa configuration, il a un seul électron célibataire. Le chlore, d'après sa configuration, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Il lui manque un seul électron donc, pour être saturé. Donc il s'associe avec l'hydrogène et les deux forment donc une association, une liaison qui s'appelle liaison covalente. Ce n'est pas une liaison ionique parce qu'il n'y a aucun alcalin ni alcanoterre. On a dit que l'hydrogène, il forme des liaisons covalentes. Alors ces doublets sont le résultat du recouvrement des orbitales atomiques, selon un arrangement axial noté sigma ou latéral noté pi. Alors il faut savoir justement que les liaisons que nous allons former, il va y avoir deux types de liaisons covalentes. Une liaison dite axiale, lorsque les deux atomes, en fait, les orbitales des deux atomes viennent dans le même axe, donc s'associer, ils forment une liaison dite sigma. Quand les deux orbitales ne sont pas dirigées dans le même axe, ils sont plutôt parallèles, ça forme une liaison pi. De toute manière, on va revenir à ces arrangements des liaisons pi latérales ou axiales des orbitales dans la deuxième partie de ce chapitre. Par exemple, alors si je vous donne cette molécule, je vous demande de me dire quelles sont, d'après vous, les liaisons qui sont appelées sigma et les liaisons qui sont appelées pi, eh bien, c'est facile. Toutes les liaisons, elles sont sigma. Sauf la deuxième liaison de la liaison double, elle est considérée comme pi. Voilà. Par exemple, celle-là, c'est sigma. Celle-là aussi, elle est dite sigma. Celle-là, elle est sigma. Celle-ci, elle est sigma aussi. On prend donc celle-là, elle est sigma. Celle-là, sigma. C'est une liaison sigma aussi. Maintenant, la dernière liaison qui reste, celle-là, elle est considérée comme pi. La double liaison, c'est une liaison pi. Alors maintenant, ça nous conduit justement à introduire la notion du moment dipolaire. Lorsque nous sommes dans la liaison covalente, ce n'est pas dans la liaison ionique. Parce que dans la liaison ionique, on ne parle plus de moment dipolaire car les deux liaisons sont chargées, les deux atomes sont déjà chargés positivement et négativement. Il n'y a pas de dipôle formé dans une liaison stable comme une liaison covalente. Alors dans le moment dipolaire, justement, il faut distinguer les liaisons covalentes pures
des liaisons covalentes à caractère ionique, c'est-à-dire semi-polaires ou polaires, parce qu'il y a des liaisons qui sont complètement donc covalentes pures, c'est-à-dire elles n'ont aucun caractère ionique, aucune charge portée sur aucun atome. Rappelez-vous, lorsque la différence d'électronégativité elle est supérieure à 1,7 entre deux atomes, selon l'échelle de Pauling, c'est-à-dire si par exemple on prend le fluor, il a une électronégativité égale à 4, on prend disons le césium par exemple, il a une électronégativité égale à 1, la différence entre les deux égale à 3. Donc c'est une liaison ionique. Lorsque la différence elle est supérieure à 1,7, c'est-à-dire il y a supérieur à 50% du caractère ionique, on dit que la liaison elle est ionique. Alors on peut schématiser comme ça, justement, lorsque delta En, donc la différence d'électronégativité elle est de 1,7, on peut être inférieur ou supérieur. Alors si c'est supérieur à 1,7, la liaison elle est dite ionique, comme par exemple un ACl, un A plus Cl moins. Sinon, si l'écart est inférieur à 1,7, on dit que la liaison elle est covalente polaire, c'est-à-dire il va y avoir seulement des pôles positifs et des pôles négatifs, mais pas des charges positives et des charges négatives. Comme par exemple HCl est une liaison qui est polaire. Si par exemple le delta En égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune différence d'électronégativité, les deux atomes sont identiques, là on dit tout simplement, comme dans l'exemple de la molécule Cl2, regardez, Cl2 elle est apolaire, elle n'est pas polaire, et la liaison est considérée comme covalente pure. Oui, elle est covalente à 100%, parce que vous avez les deux atomes Cl, Cl, aucun des deux ne prendra les électrons de l'autre. Donc la molécule elle est apolaire lorsque l'écart est égal à 0. Voilà, et vous avez le nuage électronique, il est donc réparti de manière homogène entre les deux atomes. Par contre, pour HCl, qu'on a vu tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'électrons autour du chlore qu'autour de l'hydrogène. L'hydrogène va être appauvri un peu, il va avoir la charge delta+, et l'oxygène va être enrichi, il va avoir la charge delta-. Parce que le chlore il est plus électronégatif que l'hydrogène. Et donc tous les électrons de la liaison ils vont plutôt aller du côté du chlore, mais pas totalement. Voilà, donc dans la molécule HCl, il existe une différence d'électronégativité qui conduit à la polarisation de la liaison en pôle positif sur l'hydrogène et pôle négatif sur le chlore. Voilà, donc il y a une polarisation. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence d'électronégativité entre deux atomes. Lorsque vous avez affaire à deux atomes différents et vous êtes dans la liaison covalente, n'est-ce pas? Il va y avoir création de pôle positif et pôle négatif. Lorsque l'écart d'électronégativité est très grand, il augmente, la polarité d'une liaison elle augmente. Et inversement, lorsque delta En diminue jusqu'à atteindre 0, la polarité elle diminue et jusqu'à atteindre 0 polarité, donc la liaison devient covalente pure. Voilà, par exemple, vous avez les liaisons telles que CF, Cl, CBr, Ci, eh bien, CF, elle est plus polaire que CCl, plus polaire que CBr, plus polaire que Ci. Pourquoi? Parce que l'électronégativité du fluor, elle est plus importante que celle du chlore, plus importante que celle du brome, que celle de l'iode. Ça veut dire que l'écart d'électronégativité entre le carbone et le fluor, il est plus important que l'écart delta En entre CCl, plus important que delta En de CBr, plus que Ci. Voilà, et comme on a dit, lorsque delta En augmente, la polarité donc de la liaison, elle augmente. Voilà, par exemple, HCl, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc vous avez les électrons de l'hydrogène, ils vont plutôt avoir tendance à migrer partiellement, pas totalement, vers le chlore. Si c'est partiellement, on dit donc delta, delta moins, delta moins et delta plus. Ce n'est pas moins et plus, mais juste une partie de la charge qui va migrer dans les liaisons covalentes. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de détachement carrément comme la liaison ionique, vous allez avoir H+ d'un côté et l'autre atome de l'autre côté. Non, dans les liaisons covalentes, les deux atomes ils restent attachés, mais leur nuage électronique il est concentré vers un atome plus que l'autre. Dans ce cas-là, cette polarité de la liaison, elle permet la création d'un moment dipolaire. Donc quand il y a des atomes comme ça, il va y avoir la création d'un vecteur qui s'appelle moment dipolaire, et ce vecteur-là, il traduit la direction des électrons de l'atome le moins électronégatif vers l'atome le plus électronégatif. Voilà, donc on va dessiner
un vecteur, comme ça, une flèche, qui se dirige de l'atome le moins électronégatif vers l'atome le plus électronégatif. Et cette flèche-là, elle s'appelle alors mu, et mu, c'est le moment dipolaire. Voilà le moment dipolaire qui se crée. Donc, à chaque fois qu'il y a un delta EN qui existe, différents zéros, deux atomes différents, ils ont des électronégativités différentes, forcément, il y a un moment dipolaire qui est créé et dirigé vers l'atome qui est négatif. Alors, comment on calcule ce moment dipolaire? Il y a une équation qu'on applique. Cette équation du moment dipolaire est égale à delta fois D. Delta, c'est la charge partielle, et D, c'est la distance entre les deux atomes. Voilà. Donc, c'est la charge partielle. Elle doit être inférieure à la charge totale, 1,6 puissance moins 19 coulombs. Donc, delta ne peut pas être supérieur à 1,6 puissance moins 19, parce que ça, c'est la charge totale, c'est l'électron. Quand il y a une liaison ionique, oui, ça sera égal à l'électron. D, c'est la distance interatomique, en mètres. On va l'exprimer en mètres. Elle est très petite, bien sûr. D'accord? Donc, T, c'est la longueur de la liaison. Le moment dipolaire mu peut également être exprimé en 2 bails. Il y a une autre unité, et l'unité de bail, c'est 1 de bail égale 0,33 10 puissance moins 29 coulomb fois mètre. Parce que ça, c'est coulomb, delta, D, c'est mètre. Donc, l'unité du moment dipolaire, c'est coulomb fois mètre, sinon en 2 bails. Il y a aussi un caractère ionique, il y a une sorte de pourcentage ionique. On peut dire qu'une liaison elle est ionique, par exemple, à 50%, à 40%, à 30%. Tout dépend du caractère qu'on va calculer. Donc, ce caractère ionique il peut être calculé en pourcentage de la charge portée par l'atome par rapport à une charge totale d'un électron. La charge totale de l'électron, on la connaît, elle est égale à 1,6 10 puissance moins 19. Si par exemple, vous avez une charge qui est égale à la moitié, 0,8 10 puissance moins 19, là vous êtes à 50%, parce que c'est la moitié. Et donc le pourcentage ionique est égal au rapport delta sur E fois 100. Comment on a obtenu cette formule? On a fait une règle de 3. On a dit que 100% correspond à E, et donc delta correspond à X. Et on a trouvé X. Voilà comment on peut calculer donc le caractère ionique d'une liaison. Alors dans le cas des molécules polyatomiques, lorsque vous avez des molécules qui contiennent plusieurs atomes, la polarité dépend essentiellement de la géométrie et de l'arrangement des liaisons polarisées. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs vecteurs dans une même molécule. Le moment dipolaire, donc, peut être déterminé grâce à une somme vectorielle des moments des liaisons. Voilà, d'une manière générale, l'équation suivante, elle permet de réaliser les calculs. Voici l'équation qu'il faut donc bien retenir. C'est celle-là qu'on calcule à chaque fois que nous avons affaire à calculer le moment dipolaire lorsque vous avez plusieurs liaisons dans une molécule. Le moment total égale 2 fois le moment de la liaison fois cosinus θ sur 2. Bien sûr, θ, c'est l'angle entre les deux liaisons. Parce que la liaison, elle peut être angulaire, comme elle peut être linéaire. Il peut y avoir un angle de 120 degrés, 90 degrés, 180 degrés, etc. Exemple 1. Voilà la molécule H2S par exemple. Voilà le soufre. Voici l'hydrogène. Voici le deuxième hydrogène. Voilà le moment dipolaire. Donc il va y avoir un moment dipolaire, une liaison entre H et S. Une autre liaison entre H et S, un autre vecteur, deux flèches. La somme des deux flèches, elle va donner une flèche totale qui est appelée moment H2S. Et l'angle entre les deux est appelé donc ici alpha sur 2. Voilà, donc le moment de H2S ici, de cette molécule, égale 2 fois mu de HS, c'est le vecteur entre H et S, fois cosinus alpha sur 2. On prend un autre exemple. Si vous prenez par exemple comme donnée le moment CCl égale 1,7 de Bay, je vous donne par exemple cette molécule. Regardez, la liaison entre carbone-carbone, ici, c'est le même atome, donc covalente pure, il n'y a pas de moment dipolaire. Ici, il n'y a pas de moment dipolaire. Ici, entre carbone-carbone, il n'y a pas de moment dipolaire. Par contre, ici, entre carbone et chlore, il y a une flèche. Entre carbone et chlore, il y a une flèche. Donc, la résultante entre les deux flèches, là, voici comment on la dessine. Pour la calculer, nous avons l'angle, c'est 60 degrés, ici. Plus 60, ça fait 120. Plus 120 ici, ça fait 240. Plus 120 ici, ça fait 360. Donc ici, le total est égal à 360 entre les trois liaisons. Voilà pourquoi ici, c'est 60.
Alors, donc, on applique notre formule, comme d'habitude, cosinus 60 est égal, ce cosinus 60 est égal, le moment total, celui-là, divisé par 2, parce que nous sommes ici, regardez, ce triangle-là, nous sommes à la moitié, ici c'est la moitié du moment total, divisé par le moment CCL, l'hypoténuse, ça c'est l'adjacent, ça c'est l'hypoténuse, et on déduit moment total égale 2 fois moment de CCL fois cosinus 60. Si vous faites le calcul, cosinus 60 c'est 1 demi. 1 demi fois 2, c'est 1. Donc moment total égale moment de CCL est égal à 1,72. On a trouvé donc le même résultat. Voilà un exemple de calcul aussi. Quel est le pourcentage du caractère ionique de la liaison NO dans la molécule NO2, sachant que l'angle ONO est de 119 degrés et la longueur de la liaison est égale à 1,431 angstrom. Angstrom, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Le moment dipolaire mesuré de cette molécule est égal à 1,633 de Bay. Et nous savons que 1 de Bay égale 3,3 10 puissance moins 30 coulomb-mètre. Voici donc notre liaison, notre molécule. Regardez, elle est angulaire. Bon, il va y avoir un vecteur de NaO, un autre vecteur de NaO, et on calcule la somme des deux. La correction, eh bien, on va tout simplement déterminer le moment dipolaire de la liaison grâce à l'équation générale que nous connaissons, celle-là. Je vous ai demandé tout à l'heure de la retenir. À chaque fois que nous avons une molécule qui contient plusieurs liaisons, eh bien, on applique cette formule. Moment total de la molécule égale 2 fois le moment de la liaison fois cosinus θ sur 2. Mais le moment total de la molécule, il est connu, il est donné 1,633. L'angle, il est aussi donné 119 degrés. Donc ici, on peut tirer le moment de la liaison. On peut le calculer. Et le moment de la liaison, donc, égale moment total sur 2 fois cosinus θ sur 2, égale 1,633 fois divisé par 2 cosinus 119 sur 2, et on trouve 1,608 de Bay. Voilà, on a trouvé le moment de la liaison. Une fois que nous avons le moment de la liaison, on n'oublie pas la première formule que nous avons vue tout à l'heure aussi, qui relie le moment avec la charge et la distance. Rappelez-vous, le moment est égal à la charge fois la distance. Donc la charge partielle est égale au moment divisé par la distance. Et on fait le calcul. J'ai multiplié par 3,3 10 puissance moins 30 pour l'avoir en coulomb fois mètre, parce que la distance, je l'ai transformée en mètre. Comme ça, on aura les mêmes unités. Et on trouve la charge partielle égale 3,7 10 puissance moins 20 coulombs, c'est-à-dire 0,37 10 puissance moins 19 coulombs, bien sûr toujours inférieur à la charge de l'électron. Maintenant, quel est le pourcentage ionique, caractère ionique, comme l'équation que je vous ai donnée aussi, on va l'appliquer. Voilà, nous sommes en train d'appliquer les trois formules du moment dipolaire. Voilà, la première, voici la deuxième et la troisième, c'est tout ce qu'il y a. Donc, si on applique cette formule-là, c'est delta sur E fois 100. Delta, c'est 3,7 10 puissance moins 20 sur 1,6 10 puissance moins 19 fois 100, on trouve 23,12%. Donc, la liaison, elle est polarisée à 23%. Très bien, on continue. Allez, on passe maintenant au diagramme de Lewis. Très important aussi, ce diagramme pour le dessin des molécules. La représentation des molécules, selon le diagramme de Lewis se fait autour d'un atome central. Voilà. Pour dessiner une molécule, il faut bien d'abord trouver l'atome central, c'est-à-dire l'atome autour duquel nous allons dessiner d'autres liaisons. L'atome central, c'est quoi? C'est l'atome généralement possédant le plus grand nombre d'électrons célibataires. Donc si vous avez plusieurs atomes, celui qui a le plus grand nombre d'électrons célibataires, c'est lui l'atome central. Sinon, c'est le moins électronégatif. Sauf exception, il y a quand même des cas particuliers, ça c'est des exceptions. Mais la règle générale, c'est celui qui a le nombre d'électrons célibataires le plus élevé. Comme par exemple ici, l'hydrogène, il a un seul électron célibataire d'après la configuration. L'azote, d'après la configuration, il a 3 électrons célibataires. L'oxygène, il a 2 électrons célibataires. Entre les 3 atomes, par exemple ici, quel est l'atome central? Ça va être l'azote qui va être l'atome central. Voilà, par exemple, quelques molécules comme exemple. L'atome central ici, l'azote, il fait 3 liaisons, 2 avec l'oxygène, une autre avec l'oxygène, et mais ici aussi l'oxygène il fait 2 liaisons, une avec l'azote, une avec H. Voilà, d'après ce qu'on voit, d'après la configuration. L'oxygène il a 2 électrons célibataires, il peut faire 2 liaisons. L'hydrogène il peut faire une seule liaison. L'azote il peut faire 3 liaisons.
Voilà, l'azote, il fait donc ces 3 liaisons. Le carbone, lui, il fait 4 liaisons, c'est connu. On va de toute façon voir plus en détail les différents types de liaisons. Par exemple, cette flèche-là, c'est un type de liaison que nous allons voir, c'est la liaison dative. Il viendra le moment de la voir après. Les électrons de valence sont présentés par des points et les doublés par des tirés. D'accord? Comme on a fait ici. Un point, c'est un électron célibataire. D'accord? Et le doublé, 2 électrons, c'est un tiré. Alors, quand on dessine, en général, il y a une règle à respecter, la règle de l'octet. Octet, ça veut dire 8. La règle de l'octet indique que le nombre total d'électrons sous forme de doublé liant ou doublé non liant est de 8. Il doit y avoir 8 électrons autour d'un atome, ce qui doit correspondre à une structure saturée similaire à celle du gaz rare. Regardez par exemple ici, l'azote, il est entouré par un total de 4 doublés. Un doublé ici, liant, un doublé non liant, un doublé, donc 3 doublés liants plus un doublé non liant. 4 doublés autour de l'azote. 4 fois 2 électrons, 8 électrons. L'oxygène aussi, regardez, il a un doublé, deuxième, troisième, il fait une liaison, quatrième, il fait une liaison, donc 8 électrons. Chaque atome, donc il respecte la règle de l'octet ici, dans la mesure du possible, bien sûr. Voilà un exemple du diagramme de Lewis. Si on prend l'hydrogène, un S1, une case, un électron. Voici l'hydrogène représenté avec son électron célibataire. Si vous prenez l'azote, configuration 1s2, 2s2, 2p3, les électrons de valence, il y a 2 plus 3, il y a 5. Si on les dessine, il va y avoir une case S et 3 cases P. Les électrons, d'abord on met le premier électron. Le deuxième électron, voici un doublé. Premier, deuxième, troisième électron, n'est-ce pas, qui sont 2p3, donc 3 électrons célibataires. Voici comment il est l'atome d'azote. 3 électrons célibataires et un doublé non liant. Ce qui fait que, si vous prenez l'atome d'azote, le voilà, vous pouvez l'associer, d'après ce que je vois ici, l'hydrogène, avec 3 atomes d'hydrogène. Voilà le premier, le deuxième et le troisième. Chaque 2 électrons, ils sont attachés par une liaison, comme on le voit ici. Donc 3 liaisons. Voici la molécule NH3. On a dessiné ici le diagramme de Lewis. Voilà ce qu'on appelle le diagramme de Lewis. C'est le dessin tout simplement des molécules en respectant ici les électrons célibataires et doublés non liants de chaque atome. Alors ici, comme on a vu tout à l'heure, cette liaison elle est de nature covalente bien sûr, parce qu'il y a l'hydrogène, il fait toujours des liaisons covalentes, l'azote aussi fait partie du bloc P du tableau périodique. Et maintenant, quel type de liaison? Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des liaisons de type sigma et de type pi. Toutes les liaisons sont sigma. Les liaisons de type pi, rappelez-vous, ce sont des doubles liaisons, liaisons supplémentaires. Un autre exemple, comme ici, voilà, il y a une liaison sigma, une liaison sigma, une liaison pi, une liaison pi. La molécule CO2, pourquoi elle est comme ça? Parce que l'oxygène, comme vous le savez, il a autour de lui, dans la couche externe, 2 plus 4, 6 électrons, donc 2 doublés et 2 électrons célibataires, qui vont se lier avec les 2 du carbone d'un côté, et l'autre carbone, il va faire aussi 2 électrons. Un autre exemple, ici regardez H, la molécule HCN, toujours le carbone il a 4 électrons, l'hydrogène un seul, l'azote il a 3, donc les 3 électrons de l'azote ils vont former avec les 3 du carbone 3 une triple liaison, un électron du carbone avec un électron de l'hydrogène, ça fait une liaison simple. Cette liaison simple c'est une liaison sigma, une des 3 liaisons elle est sigma, les 2 autres ce sont des liaisons qui sont appelées pi. Donc ici il y a 2 liaisons pi et une liaison sigma entre C et N. Ça c'est un doublé, on dit que c'est un doublé non liant. Voilà, et ça parce que le carbone, il a 4 électrons, comme vous voyez dans la configuration externe. 2s2, 2p2. Voilà, donc je vous remercie. Je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine fois pour continuer la deuxième partie de ce chapitre de la liaison chimique. Voilà ce qui va nous attendre. À bientôt.